Entre 1933 et 1937, pendant l'été, Pollock se rend chez les Benton dans leur résidence secondaire. Bien que les Benton et lui-même, dans une lettre à sa petite amie du moment, Becky Tarwater, affirme qu'il était heureux, sa création durant cette période de brume de chaleur à New Island, Dakota du Nord-Est, n'a rien à voir avec ce que l'on attendrait d'un jeune peintre. Composition en plein air de vagues déferlantes, de maisons éclairées et de marins. Malgré la lumière d'été, les peintures des étangs de Menemsha de Pollock représentent des scènes nocturnes, noires et macabres, semblables aux marines sous la lune de Ryder. Le trouble profond ressenti par le peintre est palpable dans les clairs-obscurs sombres et les empattements torturés des toiles de Menemsha. Ce premier autoportrait de Pollock, exécuté entre 1930 et 1933, fut souvent comparé à un Ryder, bien que sur de nombreux points, ces marines rideresques expriment leur même sentiment de solitude et d'angoisse avec encore plus de précision. Selon Benton, la première grande trouvaille de Jackson Pollock en tant que peintre fut de donner un côté mystique aux caractéristiques généralement banales de l'art. Les premières huiles de Pollock se rapportèrent systématiquement à des scènes américaines. Toutes mesurent à peu près 30 cm sur 40, taille standard de tous les tableaux des peintres de 1930 travaillant pour le WPA. Le WPA, World Progress Administration, est un programme visant à donner du travail aux artistes et à les réinsérer dans la société. Cette association fut créée par Franklin Roosevelt fin 1935, les artistes étant alors fortement touchés par la dépression. Après avoir quitté la Ligue des étudiants d'art, Pollock était incapable de garder un quelconque travail, sauf celui de portier qu'il exerça avec son frère Sand dans un collège où leur frère Charles enseignait. Leur revenu s'avéra si faible qu'ils durent le compléter en volant des voitures à bras. Après une brève période d'homme de ménage au bureau de l'aide aux urgences, Jackson passa la certification pour le WPA, vérification de sa nature d'artiste de bonne foi, sans aucune source de revenus. Aussi, bien que souvent éloigné du genre de travail que l'on attendait de lui, il s'astreint à rester au WPA, sauf de courtes périodes en août 1935, jusqu'à sa démission en 1942. Il commença des peintures murales qui lui demandèrent de longues heures de travail. Pollock amorça bientôt un changement dans le tableau de chevalet qui demandait la soumission d'une peinture par mois pour bénéficier d'un logement gouvernemental. Les artistes travaillant pour le WPA n'étaient pas payés ou encouragés pour créer des techniques innovatrices ou peindre des œuvres originales. Il leur était demandé d'exécuter des sujets figuratifs sur des scènes locales, peintes avec des couleurs conventionnelles, des modelages, des tons et des formes simplifiées. Souvent, les artistes WPA ont essayé d'exprimer leur compassion et leur solidarité envers d'autres travailleurs vivant dans la pauvreté. Et dans la toile de Pollock, Les cueilleurs de coton, on peut voir à quel point il a tenté de se fondre dans le moule. Le plus intéressant dans les travaux de Pollock au milieu des années 30 est la manière dont les artistes de WPA peignaient lorsqu'ils n'étaient pas tenus de le faire pour le gouvernement. Libéré de toute contrainte, Pollock laissait son tempérament intérieur dominer ses peintures. La plus importante des années 1934-1938 fut Going West, pourtant encore du style régionaliste. Dans Going West, il manque cette singularité des détails et des incidents propres à Benton. Dans cette peinture de chariot tiré par des mules, les principes enseignés par Benton et l'admiration de Pollock pour son style s'expriment par d'autres moyens, plus évidents dans les formes de sa composition. Composition sûrement tirée d'une photo de famille prise sur le pont à Cody, peinte dans une structure rythmique à 2 dimensions, qui fait une boucle et tourne sur elle-même.
Bien que les images des tableaux, la flamme et composition avec personnages et bannières restent rudimentaires, la puissance du ton dans la lumière vacillante du jour, les ombres et les formes tordues se complètent parfaitement et obscurcissent ostensiblement les deux sujets. Une fois encore, les leçons de Benton, malgré la lassitude de Pollock à traiter des sujets anecdotiques, ne sont pas oubliées. Dans ces deux peintures, Pollock applique avec bonheur les enseignements de son professeur en utilisant la manière particulière de la dynamique en spirale de la toile, figura serpentinata. Une autre composition sans titre, mais néanmoins très représentative de cette même période moins dépendante de ce genre de courbe, représentation prophétique d'un enchevêtrement chaotique et dense à coups de pinceau et d'aplats violents au couteau. En juillet 1941, Sand, lorsqu'il décrivait les nouvelles peintures de Jackson, Naissance, expliquait que celui-ci s'était finalement libéré du joug de Benton. Le mot d'ordre expliqué à Max Beckmann, Orozco et Picasso était désormais la créativité dans le sens le plus authentique du mot. Malgré les problèmes qu'engendrait entre lui et sa femme le fait de prendre soin de Jack, Sand conclut cette lettre dans l'optimisme. Nous sommes sûrs que s'il est capable de se prendre en main, son travail gagnera une réelle intensité. Par exemple, dans Composition avec scène rituelle, ce sacrifice apparaissait aussi dans des dessins de Dartmouth. Pollock approfondira sa fascination de l'art mexicain en retranscrivant des sujets brutaux où la violence est contrôlée et sublimée par son passé le plus primitif. Pollock fut extrêmement intéressé dans sa création du tableau L'homme nu. Cela explique deux petites toiles, études pour cette peinture. Sur l'une d'elles, une gouache, le personnage vaincu est clairement féminin. Bien que très différent de L'homme nu avec un couteau, 3 autres tableaux furent peints entre 1938 et 1941, où l'influence du monde de Orozco apparaît dans l'esprit de Pollock. Le symbole du serpent emplumé de Quetzalcoatl, dieu de l'air et de l'eau mexicain, ainsi que tous les serpents rassemblés, viennent des Aztèques, figure emblématique des travaux suivants. Composition avec masque serpent cercle et composition avec femme. Tous furent exécutés dans les couleurs intenses et lumineuses de l'art mexicain et des Indiens d'Amérique. Des flèches, des zébrures, des éclairs et autres symboles idéographiques abondent dans les dessins de plus en plus schématiques. La passion personnelle de Pollock pour l'art primitif nord-américain est nourrie par les fréquentes visites dans les années 40 au musée d'histoire naturelle et au musée des Indiens américains à New York. Son intérêt pour le découpage et une exposition de 10 masques au Modern Indian Art of the United States confirme assurément l'intense fascination de Pollock pour ce genre d'attirail de cérémonie. Un autre masque emplumé, comme beaucoup dans cette exposition, regarde d'un air mauvais l'homme nu. Des objets généralement utilisés par des chamans dans leur communication avec le surnaturel et qui entraînent des transformations de personnalité. Autre œuvre de transition importante. Images masquées, ainsi que Naissance, dont la composition centrale est la déclaration la plus évidente de la nouvelle direction prise par Pollock pour son art. L'oiseau est probablement le dernier travail de Jackson Pollock où apparaît très nettement son intérêt pour les sources indigènes. Son admiration pour Picasso éclipsera rapidement cette fascination pour les Mexicains et les stimulants indiens d'Amérique. Sur bien des points, le miroir magique, daté de 1941, est le meilleur exemple de ce changement de conviction. Le choix de Pollock de l'adjectif « magique » pour le titre montre encore son intérêt pour les chamans. En mélangeant encore une fois du sable et d'autres débris dans sa peinture, il n'appliqua pas seulement la terre colorée des techniques navajo, mais aussi celle des parois de canyons désertiques, autre support typique de la magie des images primitives.
Cette combinaison de couleurs rose grisâtre et la décoloration voulue çà et là de cette œuvre augmente encore ces associations. Partiellement couverte par des emplâtres durcis, le miroir magique représente une personne assise près d'une table au-dessus de laquelle est accroché un miroir carré. Un nombre d'objets indistincts s'étalent sur la table. Comme la tête du personnage est presque totalement cachée, le spectateur doit trouver d'autres fils directeurs pour connaître son sexe. Il s'agit probablement d'une femme, car un pied exhibe les contours grossiers d'une patte, rappelant les penchants surnaturels de Pollock. Du fait de son titre et de sa configuration générale, ce tableau n'est pas sans rappeler celui de Picasso, Femme devant un miroir, que Pollock aurait pu prendre comme modèle. Dans Tête orange, une toile probablement contemporaine de Intérieur avec visage, Pollock peint sa version personnelle avec des discordances, des couleurs dissonantes et les combinaisons bien connues de Picasso, face-profil. La double image de Tête orange projette avec vigueur l'état de schizophrénie du sujet. En plus des effets tordus du style de Picasso, c'est encore une image de masque. Comme les artistes indiens du Nord-Ouest, Pollock remanie les caractéristiques faciales pour créer une image brute et stridente, provoquant une très désagréable mais pourtant efficace et puissante réaction. Une des plus évidentes et déconcertantes caractéristiques du tableau Guernica de Picasso est le profil supérieur d'un torse de vache qui officie calmement sur le chaos et la ruine. Pas de différence avec la femme de la composition indienne sanglante de la toile de Pollock, homme, vache, oiseau. La confusion, la lutte embrouillée et entrelacée des formes de cette œuvre peinte par Pollock, pas moins de 4 ans après que Picasso eut fini Guernica, rappelle fortement le début de ses dernières phases avec ses compositions fiévreuses et lointaines. Toutefois, les longues cornes directrices du tableau homme, vache, oiseau s'apparentent étroitement à l'animal qu'Orozco avait peint pour représenter Zeus dans Chaos and God, un panneau de Prométhéeus. La fascination de Pablo Picasso pour la vache ne vient pas seulement de ses origines espagnoles, mais de son côté mythologique. Dans les années 30, il est bien connu que Picasso avait adopté cette répugnante bête hybride de la légende grecque, le Minotaure, comme son alter ego. Nous ne savons pas quand Pollock l'obtint, mais la première parution de 1933 du journal surréaliste français nommé Le Minotaure se trouvait dans sa bibliothèque à sa mort. Sur cette toile, intitulée Tête, Pollock inflige sur un des côtés de la tête du Minotaure une démarcation rayée qui paraissait être un serpent dévorant. De plus, il accentue la tension en incluant un autre œil intemporel flottant dans un espace indéterminé. Il est clair que dans les années 40, Jackson Pollock était bien conscient des connexions similaires entre toutes ses œuvres, ce qui est évident lors des conversations rappelées par plusieurs amis intimes. Par exemple, malgré sa nature généralement secrète et parfois son manque de réaction, lorsqu'il fut interrogé sur son tableau « The She-Wolf », Pollock trahira les origines forcées de tel ou tel autre tableau, quand il répondra à Sidney Janis qu'il était entré dans cette existence parce qu'il devait la peindre. Paysage en feu. Une huile peinte en 1943, probablement inspirée, si l'on en croit le titre, par la sensibilisation de Pollock sur la tactique incendiaire de la guerre moderne globale. Une notation non datée dans les écrits de Pollock, trouvée dans ses fichiers après sa mort, semble écrite dans ces temps-là et montre très violemment la direction qu'il avait commencé à suivre pendant